Imaginez ouvrir, pour la toute première fois de votre vie, non pas une barrière, une porte d'écurie ou un enclos sécurisé, mais une porte qui donne sur un monde censé vous tuer. Devant vous, il n'y a ni vallée verte, ni herbe tendre, ni endroit qui ressemble à un foyer. Seulement une steppe grise à perte de vue, dure comme la pierre, sèche comme la cendre, froide comme une lame. Et c'est précisément là qu'ils avancent. 11 petits chevaux, trapus en haut, aux crinières dressées, aux jambes sombres et aux yeux dans lesquels semble dormir quelque chose d'ancien, très ancien. Pour eux, c'est le premier véritable souffle de liberté. Des chercheurs viennent de relâcher plusieurs chevaux de Przewalski dans la nature. Pas n'importe quels chevaux, pas des chevaux domestiques redevenus sauvages, les derniers véritables chevaux sauvages de la planète. Décembre 1986, un avion cargo se pose dans une région reculée de Chine. La rampe arrière s'abaisse lentement. 11 chevaux descendent sur une terre que les habitants du coin ne considèrent même plus comme une terre vivante. Pour eux, c'est simplement l'endroit où plus rien ne pousse. Aucune prairie, aucune eau libre, des hivers qui tombent à moins 40 degrés, des étés capables de fissurer le sol comme du verre. La Chine vient de dépenser des millions pour transporter ces animaux nés dans des zoos à travers la moitié du globe pour les abandonner exactement ici. Et presque tous les écologistes sérieux pensent la même chose. Ce projet n'est pas un sauvetage, c'est une condamnation à mort. Une équipe de télévision britannique arrive pour filmer la libération. Les caméras tournent, les chevaux avancent prudemment sur le sol gelé, le vent traverse leurs crinières raides. 2 jours plus tard, l'équipe remballe son matériel et repart. Pour eux, Beast, l'histoire est déjà terminée. Ils pensent avoir vu tout ce qu'il y avait à voir. Dans leur esprit, cette aventure ne peut se finir qu'avec un lent échec. Mais ce que ces 11 chevaux vont faire ensuite ne correspond à aucun modèle scientifique, aucune prévision et aucun avertissement des experts. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si vous aimez les récits où la nature prouve qu'elle est parfois plus intelligente que tous les plans humains réunis. Parce que ce qui va suivre ressemble presque à un conte. Sauf que tout cela s'est réellement produit dans l'un des environnements les plus hostiles d'Asie. 11 chevaux contre un désert mourant, car ces animaux ne sont pas des chevaux ordinaires, ce sont des chevaux de Przewalski, les derniers chevaux réellement sauvages de la Terre. Dans cette région, ils avaient disparu depuis 17 ans, par Ars, pas cachés, disparus. Leur apparence semble appartenir à une autre époque, corps courts et puissants, grosse tête, une crinière qui ne tombe pas élégamment sur le côté, mais se dresse comme une brosse sombre. Leurs jambes portent de fines rayures, presque semblables à celles des zèbres. Ils ressemblent moins aux chevaux modernes qu'aux animaux que les humains peignaient sur les parois des grottes il y a 40 000 ans. Les spécialistes de survie en milieu désertique donnent aux animaux à peine 15% de chances de survivre au premier hiver. Un scientifique écrit même dans une revue spécialisée que ce projet n'est rien d'autre qu'un gaspillage d'argent sur une terre sans valeur dans le district de Jimsar. Certains responsables préparent déjà des déclarations officielles au cas où les chevaux mourraient. Et pour comprendre pourquoi quelqu'un était prêt à tenter une expérience aussi folle, il faut comprendre ce qu'était devenu le bassin du Djungar. Car cette histoire n'était pas simplement un récit de protection animale, il s'agissait de sauver une région entière de Chine, un paysage qui commençait littéralement à engloutir des villes. Des milliers d'années auparavant, le bassin du Djungar était une immense steppe ouverte. Des troupeaux de chevaux sauvages parcouraient les plaines. Le sol, les plantes, même les cycles de l'eau s'étaient adaptés à leur déplacement au fil des millénaires. Chaque empreinte de sabot faisait partie d'un gigantesque système naturel, puis les chevaux ont disparu, pas lentement, pas petit à petit, complètement. La dernière observation confirmée date de la fin des années 1960, réalisée par une équipe soviétique de géologues. Quelques traces de sabots dans la boue sèche, quelques poils clairs accrochés à de l'herbe morte, puis plus rien. Et à partir de ce moment-là, quelque chose qui va choquer même les scientifiques les plus pessimistes. Sans les troupeaux, le sol devient de plus en plus dur. Plus tard, les chercheurs commenceront à l'appeler du béton biologique. La pluie tombe toujours sur la région, mais l'eau ne pénètre plus dans la terre. Elle glisse simplement à la surface avant de s'évaporer quelques heures plus tard. Les graines ne parviennent plus à traverser cette croûte compacte. Sous
le microscope, pourtant, le sol semble presque identique. Le sable reste du sable, la poussière d'eau reste de la poussière, mais biologiquement, la région est morte. Bon, puis le désert commence à avancer. Des images satellites prises au début des années 1980 montrent des zones de sable gigantesques qui s'étendent chaque année un peu plus loin. Les prairies disparaissent, des grands tendres, des champs entiers sont ensevelis, des routes doivent être déplacées, certaines lignes ferroviaires se finissent recouvertes par les dunes, et à des milliers de kilomètres de là, même Pékin commence à subir les conséquences. Des tempêtes de poussière obscurcissent le ciel de la capitale pendant des jours entiers. En mars 1983, une seule tempête transporte des dizaines de milliers de tonnes de terre du bassin du Yungar jusqu'à Pékin. Les habitants tous du sable provenant d'un désert qu'ils n'ont jamais vu. Les hôpitaux signalent une explosion des maladies respiratoires. Des quartiers entiers se retrouvent couverts d'une fine couche de poussière. La Chine tente tout. Le gouvernement lance l'un des plus grands projets environnementaux de l'histoire humaine, la Grande Muraille Verte. Des rangées immenses d'arbres doivent être plantés sur des milliers de kilomètres afin de stopper l'avancée du désert. Mais il y a un problème, les arbres ont besoin d'eau plus d'eau que le désert ne peut en offrir. Les nappes phréatiques chutent encore davantage. Certaines régions perdent plus de 10 mètres de niveau d'eau en seulement quelques années. Les jeunes forêts meurent lentement par les racines. Les villages abandonnent leurs puits devenus secs. Des ingénieurs installent des barrières de paille contre les dunes mouvantes. Des chercheurs plantent des buissons résistants. Rien ne fonctionne durablement. Au milieu des années 1980, il devient évident que la situation échappe complètement au contrôle humain. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un scientifique chinois nommé Yang Jianming entre dans une salle gouvernementale et propose quelque chose qui semble totalement insensé. Il se tient devant des responsables qui regardent leur paysage mourir depuis des années. Les arbres se dessèchent, les villages disparaissent, le sable avance toujours plus près des villes, puis il prononce une phrase que personne n'attendait. Arrêtez de combattre le désert. Ramenez plutôt l'animal qui maintenait cette terre en vie depuis l'âge de glace. Ramenez les chevaux sauvages. La salle devient silencieuse. Certains pensent d'abord que Young plaisante. D'autres croient entendre la proposition désespérée d'un homme à bout d'idées. Pendant des décennies, la Chine a essayé de stopper le désert avec des machines, du béton, des canalisations et des milliards d'arbres. Et maintenant, un scientifique affirme sérieusement qu'une poignée de chevaux sauvages pourrait accomplir davantage que tous ces programmes réunis. Mais les chiffres sont catastrophiques. Les solutions existantes échouent toutes. Le désert continue d'avancer. Et c'est justement pour cette raison qu'un événement inattendu se produit. Quelques mois plus tard, le projet de Young est approuvé. Mais une question cruciale demeure. Comment ces animaux pourraient-ils survivre? Ils sont nés dans des eaux depuis plusieurs générations. Ils n'ont jamais appris à trouver de l'eau dans le désert. Ils, à manger, étaient du foin distribué dans des seaux et ont passé toute leur vie derrière des clôtures, car le cheval de Przewalski n'est pas un cheval normal. Même génétiquement, il est différent de tous les chevaux domestiques de la planète. Alors que les chevaux ordinaires possèdent 64 chromosomes, le cheval de Przewalski en possède 66. Il n'a jamais été domestiqué, j'ai jamais réellement apprivoisé, jamais totalement contrôlé. Pendant que les humains sélectionnaient des chevaux arabes pour leur vitesse et des chevaux de trait pour leur force, cette espèce était restée presque inchangée, comme un fossile vivant de l'âge de glace. Mais cet animal ancien était sur le point de disparaître définitivement. Vers le milieu des années 1980, il ne restait qu'environ 900 individus dans le monde, et chacun d'entre eux vivait en captivité. La totalité de l'espèce descendait d'un minuscule groupe de chevaux capturés des décennies auparavant, puis envoyés en Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, la population mondiale chute à seulement 31 animaux. Parmi eux, seuls 9 étaient encore capables de se reproduire. Pendant un temps, l'espèce entière survit pratiquement dans 2 endroits seulement, le zoo de Munich et le zoo de Prague. Chaque cheval de Przewalski vivant aujourd'hui porte encore les traces de cet énorme goulot génétique. Le simple fait qu'il reste assez d'animaux pour en envoyer quelques-uns en Chine relève déjà du miracle. Le plan chinois comporte 3 étapes. D'abord, importer des chevaux depuis des zoos européens et américains vers la Chine.
Ensuite, les installer dans une nouvelle réserve près de Jimsar afin qu'ils s'habituent progressivement au climat. Puis les déplacer dans d'immenses enclos semi-libres afin qu'ils réapprennent à vivre comme des animaux sauvages. Et enfin, les relâcher complètement, sans clôture, sans protection, sans aide, au cœur de l'un des environnements les plus impitoyables d'Asie. Parmi les premiers chevaux se trouve un jeune étalon portant une marque blanche, très visible sur le visage. Les soigneurs l'appellent Hong. Retenez bien ce nom, parce que Hong fera plus tard quelque chose qui laissera les chercheurs sans voix. Mais d'abord, Young tente d'expliquer au gouvernement pourquoi ces animaux représentent bien plus qu'une simple espèce rare. Selon lui, ils peuvent transformer physiquement le paysage lui-même, pas symboliquement, pas lentement, réellement. Et tout commence avec leurs sabots. Chaque cheval adulte pèse plusieurs centaines de kilos. Quand les animaux marchent, leur poids frappe le sol avec une force énorme. Et selon Young, cette force pouvait justement briser la croûte du fameux béton biologique. Les machines pouvaient aussi le faire, mais les machines ne comprenaient pas le paysage. Les chevaux, eux, oui, et ils ne piétinent pas tout au hasard, ils évitent instinctivement les jeunes pousses, ils se dirigent naturellement vers les zones mortes et ouvertes. Puis vient le deuxième point, leur manière de se déplacer. Des années plus tard, des données GPS montreront que les chevaux parcourent des dizaines de kilomètres chaque jour, mais pas en ligne droite, pas au hasard. Ils suivent des schémas des schémas complexes, ils broutent intensément dans une zone, puis ils repartent. Quelques heures plus tard, ils reviennent. Cela crée une mosaïque naturelle composée d'herbes courtes, de plantes hautes et de surfaces ouvertes. Et c'est précisément cette diversité qui crée des habitats pour les insectes, pour les oiseaux, pour les petits mammifères. Sans même le savoir, les chevaux modifient le paysage pas à pas. Mais le troisième point paraît presque absurde. Il concerne leurs excréments, car le crottin de cheval n'est pas un déchet. C'est un véhicule pour la vie. Plus tard, des chercheurs analyseront les déjections des animaux et feront une découverte étonnante. Chaque tas contient des graines provenant de dizaines d'espèces végétales différentes. Et ce n'est pas tout. Beaucoup de ces graines germent mieux après avoir traversé le système digestif des chevaux. L'acide gastrique des animaux fragilise juste assez la coque dure des graines pour les réveiller. Certaines plantes étaient restées dormantes pendant des années dans le sol, mais après avoir traversé le corps d'un cheval, elles recommencent soudainement à pousser. À chaque kilomètre parcouru, les troupeaux dispersent de la vie nouvelle dans toute la steppe. Young explique au gouvernement qu'un seul cheval agit comme une machine vivante de restauration écologique. Animaux ameublissent le sol, retiennent l'eau, transportent des graines, réintroduisent des micro-organismes. Le problème, c'est que personne ne savait si les chevaux savaient encore vivre à l'état sauvage. Depuis 3 ou 4 générations, ils vivaient derrière des clôtures. Ils n'avaient jamais appris à fuir un loup. Ils ne connaissaient pas les hivers interminables. Ils ignoraient comment casser la neige pour atteindre l'herbe cachée dessous. Les chercheurs appellent cela la culture de survie, des comportements qui ne se transmettent pas seulement par la génétique, mais aussi par l'expérience. De la mère au petit, du troupeau au troupeau, et c'est précisément pour cela qu'une immense question plane au-dessus du projet entier. Les années de captivité ont-elles effacé ces instincts ancestraux, ou bien sommeillent-ils encore quelque part au fond de ces animaux, attendant simplement d'être réveillés? Avant de découvrir ce qui se passe pendant leur premier hiver, abonnez-vous maintenant si vous aimez ce genre d'histoires incroyables, parce que la suite va bouleverser toutes les attentes scientifiques. Un étalon va découvrir quelque chose que personne ne peut expliquer, et plus tard, des chercheurs calculeront qu'un seul de ces chevaux pourrait valoir des dizaines de milliers de dollars par an pour l'écosystème. Mais d'abord, l'hiver arrive, et cet hiver aurait dû les tuer. Les premiers mois de mois à Jimsar sont chaotiques, des parasites se répandent rapidement parmi les animaux. Presque tout le troupeau souffre de larves de gastérophiles qui s'accrochent dans leur estomac et provoquent de douloureuses inflammations. Et les chevaux perdent du poids, puis la température chute, moins 42 degrés. Le vent traverse la plaine ouverte comme du verre tranchant. Les animaux, habitués à des écuries chauffées, se serrent les uns contre les autres. Leurs crinières droites gèlent en plaques rigides de glace. La neige recouvre la steppe sur plusieurs mètres. Et c'est ici que commence la partie de l'histoire où même Young admettra plus tard qu'il pensait que tout était terminé. Les chercheurs observent les chevaux de loin à travers des jumelles. Ils n'ont pas le droit d'intervenir, sauf si tout le troupeau est au bord de la mort. 7 chevaux souffrent de graves gelures,
2 juments gestantes perdent leur poulain. Des médias internationaux commencent déjà à décrire le projet comme une catastrophe. Certaines revues scientifiques préparent des articles sur son échec. Mais dehors, dans la steppe gelée, quelque chose d'étrange se produit. Les étalons commencent soudainement à briser la glace avec leurs sabots afin d'atteindre l'eau située en dessous. Ce comportement n'avait jamais été observé dans aucun zoo. Pendant les tempêtes de neige, les juments se placent autour des poulains pour les protéger du vent et se relaient afin qu'aucun animal ne reste exposé trop longtemps. Les chevaux apprennent à repousser la neige avec leurs jambes afin d'atteindre l'herbe cachée dessous. Et lentement, les chercheurs réalisent quelque chose d'incroyable. Les animaux ne sont pas en train d'apprendre. Ils se souviennent. Quelque chose se réveille au plus profond d'eux, des instincts restés enfouis pendant des générations. La nature sauvage est en train de récupérer ses chevaux. Puis, lorsque la neige fond au printemps, les scientifiques découvrent quelque chose d'encore plus incroyable. Là où les chevaux ont passé l'hiver, l'herbe recommence soudainement à pousser. En quelques semaines, le paysage commence à changer. Dans des endroits où il n'y avait pendant des mois que de la poussière compacte, de petites taches vertes apparaissent. D'abord quelques brins, puis des touffes entières et d'herbes. Les chercheurs n'en reviennent pas, des espèces végétales disparues depuis 17 ans réapparaissent. Et le plus fou dans tout cela, personne n'a semé de nouvelles graines. Les graines s'étaient là depuis le début, enfouies profondément dans le sol. En attente, les chevaux avaient simplement rouvert la terre. Leurs sabots avaient créé des milliers de petites cavités dans lesquelles l'eau de pluie ne s'évaporait plus immédiatement. Chaque empreinte devenait un minuscule réservoir naturel. Dès la première année, l'humidité du sol augmente de manière visible. Pas parce qu'il pleut davantage, pas parce que le climat change, mais à cause de 11 chevaux, les scientifiques commencent alors à comprendre qu'ils ont totalement sous-estimé ce qui se passe ici. Les animaux ne détruisent pas le paysage, ils le réparent. Puis vient de la deuxième année, et là, les choses deviennent encore plus étonnantes. Le niveau d'azote dans le sol grimpe fortement grâce à leur déjection. Les chevaux ne ramènent pas seulement des nutriments, ils réintroduisent aussi des micro-organismes disparus depuis des années. Le sol recommence littéralement à vivre. Des chercheurs découvrent des communautés bactériennes qu'on croyait perdues depuis longtemps. Des insectes réapparaissent après plus d'une décennie d'absence. Et soudain, une réaction en chaîne démarre. D'abord les coléoptères, puis les oiseaux, puis les petits rongeurs. Ensuite viennent les renards, les rapaces, même des loups commencent parfois à apparaître sur les pièges photographiques. La steppe se réveille, ce qui ressemblait à une terre morte n'avait jamais vraiment disparu. Le paysage attendait simplement le bon déclencheur. Et ce déclencheur, c'était les chevaux. Les années passent. Le troupeau survit non seulement au deuxième hiver, mais aussi au troisième, puis au quatrième. Chaque année, de nouveaux poulains naissent. Et les animaux nés en liberté se comportent déjà différemment de leurs parents. Ils reconnaissent certaines plantes uniquement à leur odeur. Ils réagissent immédiatement aux ombres dans le ciel. Leur pelage d'hiver devient plus épais. Les chercheurs observent quelque chose de fascinant. La nature sauvage transforme les animaux en seulement quelques générations. À la fin des années 1990, Young prend finalement la décision la plus audacieuse de tout le projet. Les clôtures doivent disparaître. Plus d'enclos, plus de nourriture supplémentaire, plus d'assistance humaine. Uniquement la nature. En août 2001, la phase suivante commence. 27 chevaux sont totalement relâchés. Parmi eux se trouve Ong, le jeune étalon à la marque blanche et maintenant adulte. Il dirige son propre petit troupeau. Les chercheurs fixent des colliers GPS sur certains animaux. Des caméras automatiques sont installées. Toute l'équipe attend nerveusement le moment qui décidera du succès ou de l'échec final. Durant la première semaine, les chevaux ne s'éloignent presque pas du lieu de relâchement. Ils tournent en rond, ils paraissent hésitants, ils regardent souvent en direction des anciens enclos, comme si des cordes invisibles les retenaient encore. Puis arrive le 8e jour. Peu après le lever du soleil, l'équipe de surveillance observe les signaux GPS sur les écrans du centre de contrôle. Soudain, un point commence à bouger, puis plusieurs. Ong s'est levé, et son troupeau le suit, mais quelque chose semble étrange. L'étalon ne se déplace
passe pas au hasard. Ils ne s'arrêtent même pas pour brouter, ils marchent droit vers le nord, 5 km, 10 km, 15 km. Dans le centre de contrôle, les chercheurs commencent à s'agiter. Les téléphones sonnent. Personne ne comprend où Rung est en train d'aller. Mais l'étalon continue, 30 km. Puis il s'arrête. Le lendemain matin, l'équipe part vérifier sur place. Et là-bas, donc, ils découvrent quelque chose qui n'apparaît sur aucune de leurs cartes. Une petite source partiellement gelée, cachée entre de basses collines. Rung se tient juste à côté, comme s'il avait toujours su qu'elle était là. Personne ne lui avait montré le chemin. Aucun cheval de sa génération n'était jamais venu ici. Et encore aujourd'hui, personne ne peut expliquer avec certitude comment il savait qu'il y avait de l'eau à cet endroit. La découverte de cette source change tout. Car à cet instant précis, les chercheurs comprennent enfin que les chevaux ne sont pas simplement en train de survivre. Ils recommencent à vivre comme de véritables animaux sauvages. En seulement quelques semaines, les étalons commencent à marquer leur territoire. Ils déposent leur tas de fumier sur des points élevés, exactement comme les troupeaux sauvages le font depuis des millénaires. Les animaux développent des routes migratoires fixes. Ils connaissent soudainement des vallées protégées du vent, des collines abritées et des endroits où l'herbe reste accessible même sous la neige. Puis quelque chose d'encore plus surprenant se produit. Le taux de naissance augmente. Les juments vivant en liberté mettent au monde beaucoup plus de poulains en bonne santé que celles vivant dans les eaux. Les jeunes grandissent plus robustes. Ils apprennent plus vite. Ils réagissent instinctivement à des dangers que leurs parents n'ont pourtant jamais rencontrés. Les chercheurs observent de jeunes chevaux se figer immédiatement à la simple ombre d'un aigle. D'autres reconnaissent certaines plantes uniquement grâce à leur odeur. La nature sauvage ramène des capacités restées enfouies pendant des générations. Et maintenant, les changements deviennent visibles même depuis l'espace. De nouvelles images satellites montrent des zones vertes qui commencent à s'étendre lentement depuis le cœur du territoire des chevaux. Comme des vagues. Année après année, ces zones deviennent plus vastes. La nappe phréatique qui chutait continuellement depuis les années 1970 cesse soudainement de diminuer. Puis, quelques années plus tard, elle commence même à remonter. Les chevaux ont réactivé quelque chose qui était resté bloqué pendant des décennies, le cycle naturel de l'eau de la steppe. Les scientifiques font alors les calculs. Et c'est là qu'apparaît le chiffre qui change tout. Des économistes de l'environnement tentent d'évaluer la véritable valeur écologique d'un seul cheval de Przewalski. Les résultats ne paraissent d'abord absurdes. Régénération des sols, stockage de l'eau, dispersion des graines, capture du CO2, soutien à la biodiversité. Une fois tous ces éléments additionnés, chaque cheval représente un bénéfice écologique de plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Soudain, le projet ne ressemble plus à un rêve romantique de protection animale. Il ressemble à l'une des mesures environnementales les plus efficaces de toute la région. 11 chevaux deviennent des dizaines, puis des centaines. Au début des années 2020, la population dépasse plusieurs centaines d'individus. Les troupeaux gèrent désormais d'immenses portions de steppe presque entièrement seuls. Et le paysage continue de changer. Des espèces végétales disparues depuis des décennies reviennent. Les populations d'insectes explosent. Des oiseaux recommencent à nicher dans des régions auparavant presque désertes. Là où il n'y avait autrefois que de la poussière, la vie recommence à bouger. D'autres pays commencent à observer la situation avec attention. La Mongolie lance ses propres programmes de réintroduction. Le Kazakhstan commence également à ramener des chevaux de Przewalski. La Russie étudie discrètement les données chinoises avec énormément d'intérêt. Et partout, le même modèle apparaît. Quand les grands herbivores d'origine reviennent, l'écosystème commence à se réparer lui-même. Pas grâce au béton, pas grâce à des machines gigantesques, pas grâce à des interventions artificielles, mais grâce à des processus que la nature perfectionne depuis des milliers d'années. La Chine prévoit désormais d'agrandir encore les zones protégées. À long terme, des milliers de chevaux sauvages pourraient à nouveau parcourir librement la région. Les chercheurs pensent donc que cela permettrait de stabiliser des centaines de milliers d'hectares de terres dégradées. Et c'est précisément ici que cette histoire prend une dimension beaucoup plus grande, car au fond, il ne s'agit plus seulement de chevaux, il s'agit d'une question dérangeante. Et si de nombreuses catastrophes environnementales échappaient à notre contrôle, non pas parce que nous manquons de technologie, mais parce que nous avons supprimé les véritables architectes naturels des écosystèmes, les bisons qui façonnaient autrefois les prairies nord-américaines, les loups qui maintiennent des forêts entières en équilibre, les éléphants
qui sculptent les savanes africaines. Peut-être que la nature avait déjà développé les solutions depuis longtemps, et peut-être que notre plus grande erreur a été de croire que nous pouvions faire mieux seuls. Les 11 chevaux qui sont descendus de cet avion en décembre 1986 n'étaient pas simplement des animaux sauvés. Ils représentaient un système ancien, un mécanisme appartenant à la Terre elle-même. Et peut-être nous ont-ils rappelé quelque chose que nous avions oublié depuis longtemps. Certains paysages n'ont pas besoin d'être contrôlés, ils ont simplement besoin des bons sabots. C'est exactement pour cette raison qu'aujourd'hui des scientifiques du monde entier parlent du bassin du Yungar. Pas seulement parce qu'une espèce rare y a été sauvée, mais parce que ces chevaux ont montré quelque chose que beaucoup d'humains avaient oublié. Un écosystème n'est pas une machine. On ne peut pas le réparer simplement avec assez d'argent, de béton et de technologie, comme on réparerait un moteur cassé. La nature ne fonctionne pas du haut vers le bas, elle fonctionne grâce à des millions de connexions minuscules qui interagissent les unes avec les autres, et parfois le retour d'une seule espèce disparue suffit à réactiver toutes ces connexions. Les chevaux de Przewalski n'ont jamais été entraînés à sauver la steppe, ils ont simplement suivi leurs instincts, ils ont marché, ils ont brouté, ils ont laissé des traces dans le sol, et ce faisant, ils ont transformé tout un paysage. Aujourd'hui, leurs descendants parcourent de nouveau librement certaines régions d'Asie centrale. Des poulains naissent dans la nature sans avoir jamais vu un zoo. Des troupeaux traversent des territoires qui étaient considérés comme biologiquement morts il y a seulement quelques décennies. Et quelque part, là-bas, il existe peut-être encore des descendants de Hong parcourant la steppe, l'étalon qui, le 8e jour, s'est simplement mis à marcher, comme si la nature elle-même l'avait appelé. Peut-être qu'on ne saura jamais complètement comment il a trouvé cette source cachée, peut-être grâce à l'odorat, peut-être grâce à un instinct ancien, peut-être grâce à quelque chose que les humains ont oublié depuis longtemps comment comprendre, mais c'est justement ce qui rend cette histoire si particulière. Elle nous rappelle que la nature s'est remplie de systèmes plus anciens que n'importe quelle civilisation, des systèmes capables de fonctionner même lorsque nous les comprenons à peine. Pendant que les humains tentaient durant des décennies de stopper le désert avec des projets gigantesques, quelques chevaux ont accompli quelque chose que personne n'attendait, pas instantanément, pas par magie, mais pas après pas, empreinte après empreinte. Et peut-être que la leçon la plus importante de toute cette histoire se trouve précisément là. La Terre n'a pas toujours besoin de nouvelles inventions. Parfois, elle a simplement besoin du retour de ce que nous avons retiré. Et cela ne concerne peut-être pas seulement les chevaux sauvages. Peut-être que cela concerne les loups, les bisons, les éléphants, les récifs coralliens, les forêts, ou même des rivières entières qui coulaient autrefois librement. Car partout dans le monde, les chercheurs découvrent aujourd'hui la même vérité. Quand on donne à la nature la possibilité de retrouver ses processus originels, elle guérit souvent bien plus vite que nous ne l'aurions cru possible. Et c'est précisément pour cette raison que cette histoire ne se termine pas en 2024. C'est là qu'elle commence vraiment. Parce que la véritable question n'est pas de savoir si ces chevaux ont changé le paysage. La véritable question est combien d'autres espèces clés disparues pourraient également ramener notre planète vers l'équilibre et combien de solutions à nos plus grands problèmes environnementaux existent peut-être déjà depuis des milliers d'années, juste sous nos yeux. Les 11 chevaux qui sont descendus de cet avion auraient peut-être dû mourir. C'est du moins ce que presque tous les experts pensaient, mais au lieu de cela, ils ont commencé à rendre son souffle à un monde mourant. Et peut-être que c'est justement cela le plus incroyable dans toute cette histoire, le fait que l'espoir ne vienne parfois ni des laboratoires, ni des machines, ni des gigantesques projets de construction, mais de quelque chose d'aussi simple que les traces d'un cheval sauvage dans la neige. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche, parce qu'ici nous racontons des histoires sur les animaux, la nature et les forces oubliées de notre planète, des forces bien plus puissantes que la plupart des gens ne l'imaginent. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Quel animal disparu ou menacé ramèneriez-vous si cela permettait de sauver un écosystème détruit? Écrivez-le dans les commentaires. Et croyez-moi, la prochaine histoire sera encore plus incroyable.